Alors, dans un monde où les rencontres amoureuses se font de plus en plus par site internet, en cochant des cases pour les affinités ou par speed dating et autres types de rencontres instantanées, pourquoi faire un éloge de la délicatesse dans les rapports amoureux? Ah oui, c'est vrai que le livre, enfin le titre, oui, la délicatesse, c'est un éloge de la délicatesse, c'est vrai. Vous voulez dire que dans la société actuelle, c'est très excentrique et très rapide et très. Peut-être que c'est un livre très années 70 finalement. C'est vrai que tous mes précédents romans, même dans le potentiel érotique de ma femme, ce qui comptait c'était le potentiel. Et j'ai souvent décrit plus la sensualité que la sexualité. Donc quelque part, la délicatesse, c'est pas totalement surprenant pour moi. J'ai peut-être un côté très prude, très désuet, et donc je sais pas, je peux avoir un public assez âgé quoi, finalement avec la délicatesse. Et donc Nathalie, oui, c'est une femme. En fait, bon, au début, c'est l'histoire d'un couple. Il se passe quelque chose. Alors je vais pas raconter ce qui se passe, mais elle va être plongée dans la deuxième partie de sa vie sentimentale, et elle va même penser ne jamais plus pouvoir être à nouveau séduite, être à nouveau touchée, être à nouveau amoureuse. Donc est-ce qu'on peut avoir une deuxième vie sentimentale? C'est un des sujets du livre. Et effectivement, elle va renaître par la délicatesse d'un homme. Alors précisément, cet homme délicat, c'est Marcus, qui est un de ses collègues de travail, qui est d'origine suédoise, alors que Nathalie est très courtisée par Charles, qui est le brillant patron de l'entreprise et qui semblerait pouvoir l'emporter sur le Marcus l'effacé. C'est un peu le triomphe du faible sur le fort, en l'occurrence. C'est vrai, je soutiens activement les faibles. Je crois que surtout que c'est le triomphe du corps sur l'esprit quelque part. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en matière amoureuse, c'est toujours le corps qui décide. Et ce livre est construit aussi comme un. Enfin, la même thématique pourrait s'appliquer au chagrin d'amour. C'est-à-dire quand on vit un chagrin d'amour, on est incapable de savoir quand on s'en remettra. Est-ce que c'est dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Et quelque part, un matin, on se réveille et on sait que c'est fini. Et ça, c'est le corps qui décide. C'est ce qu'on appelle l'horloge biologique. Donc elle, effectivement, peut-être que sur le papier, peut-être que Charles est plus intéressant, mais Marcus a quelque chose d'unique, c'est ce qu'elle dit, il a quelque chose d'unique. Alors, je ne peux pas trop raconter ce qu'il a, mais effectivement, elle va être séduite et troublée, et l'entourage va trouver ça complètement fou, qu'elle puisse tomber sous le charme d'un Suédois en plus. Pourquoi un Suédois? Ça manquait peut-être dans la littérature. Non, j'ai parlé beaucoup des Polonais, j'ai parlé beaucoup des Suisses, et j'avais à un moment envie de rendre un peu hommage à cette nation mi-Bergman, mi-Ikea. Et donc voilà, avec un héros suédois. Bon, c'est vrai que les Suédois s'en prennent plein la tête dans le roman, et justement, je sauve un échantillon suédois qui a beaucoup d'humour. En fait, c'est un humour presque anglo-saxon, mais qui est toujours lui-même en train de critiquer son pays, en train de dire que c'est un pays sinistre, qui a le plus grand taux de suicide au monde, et que quelque part, être échappé de ce pays, c'est avoir la capacité d'avoir une nonchalance. Il cite souvent Sioran, il lit beaucoup Sioran. Donc c'est vrai qu'il est nourri un peu ce pessimisme qui peut permettre paradoxalement une grande joie de vivre. Au-delà du récit, il y a aussi la jubilation de l'auteur dans l'écriture qui s'amuse visiblement à lancer des petits mots, des petites phrases, des aphorismes. Moi, pour moi, ça me paraît très important d'entretenir un jeu avec le lecteur. C'est vrai que j'ai toujours mis de polonais ou des petites choses, mais j'essaie de faire attention, de faire en sorte que le lecteur puisse prendre du plaisir à lire le livre, que ça soit surprenant. Et donc là, dans la forme, j'ai mis plein de petites choses, peut-être qui correspondent à une certaine forme de modernité. Donc quand ils vont au restaurant et qu'ils mangent un risotto aux asperges, on a effectivement la recette du risotto aux asperges. Donc c'est un roman aussi très informatif. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir développer à partir de ça plein de digressions. Le premier couple, pendant un moment, réfléchit à l'idée d'avoir un enfant. Malheureusement, bon, je ne vais pas dire pourquoi, mais ça ne peut pas se faire. Et donc elle pense à la vie de cet enfant qui n'existera jamais. Et par digression, elle pense par exemple à la discographie de John Lennon,
s'il n'était pas mort en 1980? Qu'aurait-il composé s'il n'était pas mort en 1980? Alors dans le roman, on a ça par exemple, la discographie de John Lennon s'il n'était pas mort en 1980. Donc j'aime bien mettre comme ça plein de petites météorites d'informations. On a une réflexion sur l'invention de la moquette, il y a des citations de films de Woody Allen, enfin voilà. J'avais envie que ça soit aussi un livre assez ludique.